On dit que la famille est un refuge, un havre de paix où l'on se sent en sécurité, protégé des tempêtes du monde. Mensonge. Un mensonge éhonté. Une illusion cruelle qui m'a été arrachée dès l'enfance, dans la maison où j'étais censé être aimé. Moi, Sarah Morrow, aujourd'hui âgée de 73 ans. Je vous parle depuis ma véranda modeste à Oak Ridge, Tennessee, un lieu où le passé pèse encore comme une chaîne invisible. Ce que j'ai vécu dans ma propre maison, dans ma chambre d'enfant, entouré de poupées et de dessins accrochés au mur, est une horreur que même les âmes les plus sombres n'oseraient imaginer. Mon frère, David, m'a volé mon innocence, et mon père, James, a fermé les yeux, préférant glorifier son fils adoré plutôt que de protéger sa propre fille. Si mon histoire vous touche, si elle vous révolte, je vous en prie, laissez un « j'accuse » dans les commentaires et likez cette vidéo. Chaque geste compte. Chaque voix donne du courage à celles qui, comme moi, ont été réduites au silence. Partagez mon témoignage pour que personne n'ignore plus jamais la vérité. Je suis né à Oak Ridge, dans une petite maison de 3 pièces, dans une époque où les filles n'avaient pas de voix, où l'on nous apprenait à obéir, à nous taire, à être reconnaissantes pour le peu qu'on nous donnait. Mon père, James Morrow, était un homme d'un autre temps, un colosse à la voix rauque, travaillant à l'usine nucléaire, rentrant chaque soir avec l'odeur du whisky et de la cigarette collée à sa peau. Il croyait que les femmes étaient faites pour servir, que les hommes ne pleurent pas, et qu'un fils valait 10 filles. David, mon frère aîné de 5 ans, était son soleil, son orgueil, son reflet. Avec ses cheveux noirs et ses yeux verts, d'où venaient-ils? Ses yeux. Dans une famille au regard brun, il charmait tout le monde. Les voisins disaient qu'il était trop beau, qu'il briserait des cœurs. Ils ne savaient pas que le premier cœur qu'il détruirait serait le mien. Ma mère, Ellen, était une sainte brisée, une femme frêle aux mains calleuses, usée par le lavage du linge des autres. Elle essayait de me protéger, mais face à James, elle n'était qu'une ombre, murmurant « Tais-toi, ma chérie, ça passera », quand les cris de mon père emplissaient la maison. Notre maison était un théâtre de façade, une pièce à vivre qui servait de tout, une chambre pour mes parents, et une petite pièce à l'arrière pour David et moi. Enfants, nous nous entendions bien. Il m'apprenait à grimper aux arbres, à pêcher dans le ruisseau derrière la maison, à siffler comme les garçons. Mais à mesure que je grandissais, quelque chose changea. Ses regards devinrent étranges. Ses mains s'égaraient là où elles n'auraient jamais dû. J'avais 7 ans, une enfant innocente, et je ne comprenais pas. Je pensais que c'était normal qu'un frère veuille enlacer sa sœur, dormir dans son lit même s'il avait le sien juste à côté. Maman le surprenait parfois. La nuit, dans mon lit, « David, va dans ton lit, mon garçon », disait-elle. Mais il avait toujours une excuse, la peur du tonnerre, le froid, la nostalgie de l'enfance. Et papa trouvait ça magnifique. « Regarde comme ils s'aiment, une vraie famille unie », lançait-il, tapant l'épaule de David avec fierté. David était son fils parfait, son complice, son double. Moi, j'étais l'erreur. La fille née alors qu'ils espéraient un autre garçon, la déception ambulante. Celle-là, c'était un accident, disait mon père à ses amis en me pointant du doigt. Mais que veux-tu? Dieu l'a voulu ainsi. La première fois que j'ai vraiment senti que quelque chose n'allait pas, c'était un dimanche de Pâques. J'avais 9 ans, vêtu d'une robe jaune cousue par maman, entouré d'oncles, de cousins, de rires familiaux. Tout le monde disait que j'étais jolie, que je devenais une jeune fille. Normal. Non, juste des compliments. Mais David n'aimait pas ça. Je voyais la colère dans ses yeux, ses doigts serrant son verre jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Quand tout le monde est sorti pour le barbecue, il m'a tiré à l'écart. « Tu te crois belle, hein, tu cherches à attirer l'attention. » J'étais perdu. L'attention de qui j'étais juste là, dans mon coin, avec mon morceau de gâteau. Mais il a continué, la voix basse, menaçante. « T'es à moi,
Tu entends? À moi. Je ne veux pas te voir tourner autour des autres. À moi. Les frères ne possèdent pas leur sœur, mais ce jour-là, son regard a changé. Possessif. Dangereux. Une peur froide m'a envahi, comme un poison rampant dans mes veines. J'ai essayé d'en parler à maman. David est bizarre avec moi, ai-je murmuré. Elle s'est arrêtée, les mains pleines de mousse, son visage fatigué marqué par une lueur de compréhension. Mais aussi de peur. C'est dans ta tête, ma chérie. Ton frère t'aime, il veut juste te protéger. Et elle a frotté les assiettes avec une force désespérée, comme si elle pouvait effacer la vérité qu'elle refusait de nommer. Ce jour-là, j'ai compris que j'étais seul. Les choses ont empiré. David entrait dans la salle de bain pendant que je me douchais. « J'ai oublié ma serviette », disait-il, mais il restait là, à regarder. Je me recroquevillais dans un coin, essayant de me cacher, mais il ne partait pas. « Pourquoi tu fais la timide? Je suis ton frère. » Je commençais à me laver habillé, verrouillant la porte, mais il trouvait toujours un moyen. Il cassait le loquet, disait qu'il avait une urgence. Maman se plaignait du loquet brisé. Papa me reprochait ma maladresse. Les nuits étaient pires. Il attendait que tout le monde dorme et venait dans ma chambre. Au début, il s'asseyait sur le bord de mon lit, caressant mes cheveux. « T'es belle, tu sais, la plus belle de la famille. » Je faisais semblant de dormir, fermant les yeux, priant pour qu'il parte. Parfois, ça marchait. Parfois, non. À 11 ans. Tout a basculé. C'était le jour de mon anniversaire. Maman avait fait un gâteau simple, du pain de maïs avec de la confiture. Juste nous quatre, sans amis, sans fête. Papa m'a offert une vieille poupée trouvée je ne sais où. « T'es trop vieille pour ces bêtises, mais tiens. » A-t-il grommelé. David m'a donné un collier, un truc en plastique bon marché, mais il en a fait tout un spectacle. « Pour ma jolie petite sœur, » a-t-il dit, m'enlaçant trop fort, trop longtemps, sa main glissant dans mon dos, s'arrêtant là où elle n'aurait jamais dû. J'ai cherché maman du regard, désespérée. Elle a détourné les yeux. Cette nuit-là, il est venu dans ma chambre. Mais ce n'était pas comme d'habitude. « T'es une jeune fille maintenant, » a-t-il murmuré à mon oreille. « Il est temps d'apprendre certaines choses. » J'ai tremblé si fort que le lit vibrait. J'ai voulu crier, mais il a plaqué sa main sur ma bouche. « Tais-toi. Si tu cries, je dirai à papa que tu traînes avec Pierre, le garçon de l'épicerie. Tu sais ce qu'il te fera. » Je savais. J'avais vu papa battre maman pour bien moins. Un sourire au livreur de gaz lui avait valu une semaine de coups. Alors je me suis tu. J'ai mordu l'oreiller, et je me suis tu pendant qu'il faisait des choses que je ne peux toujours pas nommer sans que mon âme se brise. Ça faisait mal, tellement mal que je pensais mourir. Mais la douleur physique n'était rien comparée à celle de mon cœur, à savoir que personne ne viendrait à mon secours. Le lendemain, je pouvais à peine marcher. Maman a remarqué. « Qu'est-ce qui ne va pas? Sarah, pourquoi boites-tu? » J'ai inventé une chute. Elle n'a rien demandé de plus, mais elle a appliqué de l'antiseptique sur mes blessures. Les mains tremblantes, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle n'a rien dit, elle ne disait jamais rien. À partir de cette nuit, c'est devenu une routine. 2, 3 fois par semaine, parfois plus. Il attendait que la maison soit endormie et venait. J'ai appris à me détacher, à laisser mon esprit s'échapper pendant que mon corps restait là. J'imaginais voler, être un oiseau libre dans le ciel, être n'importe où, sauf dans ce lit, sous ce poids. Papa continuait de voir David comme un dieu. Ils sortaient ensemble au bar, rentraient ivres, chantant à tue-tête. « C'est mon fils !» criait papa. Un vrai homme, pas comme cette gamine ennuyeuse, Sarah. Je dépérissais. Je ne mangeais plus correctement. Je ne parlais plus à l'école. Les professeurs s'inquiétaient, demandaient si tout allait bien à la maison. Je hochais la tête. Que pouvais-je dire? Qui me croirait,
David était l'idole de tous, beau, poli, serviable. Il aidait les vieilles dames avec leurs courses, jouait au ballon avec les enfants du quartier, le fils parfait, fils. Personne n'imaginait le monstre qu'il devenait derrière les portes closes. Un jour, j'ai failli tout dire. C'était à Madame Dubois, une voisine différente, célibataire, indépendante, que les autres femmes critiquaient en chuchotant. Elle m'a trouvé en larmes derrière l'église. « Sarah, ma petite, tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? » Les mots étaient là, sur le bout de ma langue. Mon frère, il me fait des choses. Mais j'ai repensé à papa, à ce qu'il était capable de faire. Pas seulement à moi, mais à maman. À quiconque oserait s'interposer. J'ai ravalé mes mots. C'est rien. Madame Dubois, juste une dispute avec une amie. Elle n'y a pas cru. Je le voyais dans ses yeux. Mais elle n'a pas insisté. Des années plus tard, elle m'a retrouvé. Je savais, Sarah. Je savais et je n'ai rien fait. Pardon. Je lui ai pardonné. Que pouvait-elle faire à l'époque? Ces choses-là ne se disaient pas. C'était un secret de famille, une honte portée en silence. Puis vint tante Clara, la sœur de papa, une femme aigrie qui venait souvent à la maison. Elle était pieuse, toujours à citer la Bible, mais ses mots étaient des lames. Elle me regardait comme si j'étais une tache sur l'honneur familial. Cette fille, toujours à causer des problèmes, disait-elle à maman. Tu devrais la surveiller de plus près. Ellen. Un soir, elle a surpris David dans ma chambre. Tard dans la nuit, j'ai cru qu'elle allait enfin voir la vérité. Mais non. Elle m'a attrapé par le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau, et m'a traîné dans le salon. « Petite dévergondée » a-t-elle crié devant toute la famille réunie pour un dîner. « Tu oses séduire ton propre frère. Tu n'as donc aucune honte. » J'étais pétrifié, incapable de parler. David, lui, jouait l'innocent, baissant les yeux comme un martyr. Papa s'est levé, rouge de colère. Toujours à inventer des histoires. Sarah. Et sa main s'est abattue sur mon visage, un coup si fort que je suis tombé. Les cousins, les oncles, tous regardaient, certains riaient, d'autres détournaient les yeux. Tante Clara a hoché la tête, satisfaite, comme si elle avait rétabli l'ordre divin. Cette humiliation publique, cette injustice, m'a brûlé au plus profond de moi. J'avais 9 ans, et on me traitait comme une criminelle pour les crimes d'un autre. À 13 ans, mon corps a commencé à changer. Mes seins poussaient, mes hanches s'élargissaient, mes règles sont arrivées, me terrifiant car personne ne m'avait rien expliqué. Maman m'a donné des chiffons usés et m'a dit « Maintenant, tu es une jeune fille. Fais attention. » Attention à quoi? Je faisais déjà tout pour me protéger. Et ça ne suffisait pas. David devenait pire. Mes changements physiques semblaient l'exciter davantage, comme si j'étais un trophée à posséder. Les visites nocturnes se multipliaient. Il ne se contentait plus d'attendre la nuit. Il me coinçait dans la salle de bain, dans le cellier, dans n'importe quel coin sombre de la maison. « T'es de plus en plus belle, » murmurait-il. « Bientôt, les garçons vont tourner autour. Mais t'es à moi. Souviens-t'en. À moi. » J'étais un objet, sa propriété privée. Et le pire, tout le monde semblait d'accord. Papa disait souvent, « David choisira ton mari. Il connaît les garçons du coin. Il sait qui est convenable. » S'il avait su que le seul homme qui m'avait touché était son propre fils. L'indignation suprême est arrivée un après-midi de décembre. Il faisait une chaleur d'enfer. Tout le monde était irritable. Papa était au travail. Maman lavait des vêtements au ruisseau. J'étais seul à la maison, seul avec lui. « Viens ici, Sarah. Profitons d'être seuls. » J'ai essayé de fuir, mais il était plus rapide. Il m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné dans la chambre. Cette fois, j'ai lutté. Pour la première fois, j'ai griffé, mordu, donné des coups de pied. Mais il était plus fort, toujours plus fort.
Tu te crois forte. Maintenant, a-t-il ricané. Je vais t'apprendre une leçon. Cette leçon a été la pire de toutes. Quand ce fut fini, j'étais en sang, incapable de bouger. Il a regardé les draps tachés et a haussé les épaules. Nettoie ça avant que maman rentre. Mais je n'ai pas nettoyé. Je n'ai pas pu. Je suis resté là, dans cette flaque rouge, souhaitant mourir, disparaître, cesser d'exister. C'est ainsi que maman m'a trouvé. Son cri, un hurlement d'horreur et de culpabilité, résonne encore dans mes oreilles. Elle m'a serré contre elle, me berçant comme un bébé. Mon Dieu, ma fille, pardonne-moi. Ce jour-là, quelque chose en elle s'est brisé. Elle a voulu partir, a préparé un sac avec nos affaires. Mais papa est rentré, ivre, comme toujours. Il a vu la scène, compris immédiatement. C'est quoi, ce délire? Maman a essayé d'expliquer, bégayant, pleurant, montrant le sang, les bleus. Il a écouté en silence, puis s'est tourné vers David. « C'est vrai, fiston. » David a haussé les épaules. Sarah invente des histoires. « Papa, tu sais comment sont les filles. Jalouse parce que j'ai une copine. » Et papa l'a cru, ou a fait semblant. Il a giflé maman si fort qu'elle est tombée. « Arrête de protéger cette traînée. Si tu veux partir, vas-y, mais la fille reste. Quelqu'un doit faire la cuisine et le ménage ici. » Maman a lâché le sac, s'est effondrée. Nous n'en avons plus jamais parlé. La vie a continué. Les visites nocturnes aussi. Mon corps était envahi. Mon âme mourait à petit feu. Mais quelque chose changeait en moi. J'étais une survivante. Et les survivants font ce qu'il faut pour rester en vie, même quand ils sont morts à l'intérieur. C'est ainsi que ça fonctionne dans une maison où le monstre est protégé par le roi, où la reine est trop faible pour défendre la princesse, où les cris sont étouffés et les larmes invisibles. C'est ainsi qu'une fille apprend que la famille peut être un enfer. Mais le pire était encore à venir. Un matin, je me suis réveillé avec une nausée étrange. Pas une gueule de bois. Nous ne fêtions rien à la maison. Juste une nausée qui me faisait courir aux toilettes. Je pensais que c'était de la nourriture. Mais quand mes règles ont cessé, quand mes seins sont devenus douloureux, quand j'ai eu cette envie absurde de cornichons avec du beurre de cacahuète, j'ai compris, mon Dieu, non, pas ça. Mais c'était vrai. J'avais 14 ans, et j'étais enceinte. Enceinte de mon propre frère, assise sur le sol de la salle de bain, comptant les mois sur mes doigts. La panique m'a submergé. 3 mois sans règles. 3 mois à porter ça en moi. J'ai vomi. Pas à cause de la grossesse, mais de la terreur pure. Comment allais-je le dire, à qui maman savait déjà pour les abus et n'avait rien fait? Papa dirait que c'était ma faute, que j'avais séduit David. Et lui, que ferait-il s'il l'apprenait? J'ai décidé de cacher. Je portais des vêtements larges, des chemises de papa, des robes amples de maman. Je serrais des chiffons autour de mon ventre, si fort que ça faisait mal, pour masquer la rondeur qui commençait à se voir. Mais un corps d'enfant enceinte ne se cache pas longtemps. C'est maman qui l'a remarqué en premier. Un matin, alors que je me changeais, elle a vu mon ventre, mes seins gonflés, les vergetures naissantes. Son visage a perdu toute couleur. « Sarah, ma fille, es-tu? » Je me suis effondré, pleurant comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. « Maman, je ne voulais pas, je le jure. C'est lui, toujours lui. » Elle m'a serré fort. Nous pleurions ensemble sur le sol froid. « Il faut le dire à ton père. » A-t-elle dit enfin. La peur m'a glacé. « Non. Maman, il va me tuer. » « Et que veux-tu que je fasse? Sarah, bientôt, on ne pourra plus le cacher. » Elle avait raison. À 4 mois, c'était déjà difficile. À 5, ce serait impossible. Mais la peur était plus forte que la raison. « Attendons encore un peu, ai-je supplié. » Elle a accepté. Terrifiée elle aussi par papa, elle a commencé à prendre soin de moi en secret, économisant de la nourriture, préparant des tisanes pour la nausée,
frottant de l'huile sur mon ventre pour limiter les vergetures. David continuait à venir dans ma chambre. C'est insensé à dire, mais il ne remarquait rien. Il faisait ce qu'il faisait et partait, sans voir que mon corps changeait, que je gémissais de douleur. Pas de plaisir, jamais de plaisir. Tout faisait plus mal avec ce bébé qui grandissait en moi. Mais l'injustice ultime, celle qui me fait encore bouillir de rage, est venue d'une femme que je croyais pieuse. Madame Fournier, une ancienne de l'Église, toujours drapée dans ses châles noirs, prêchant la vertu à chaque coin de rue. Elle m'avait toujours regardé avec suspicion, comme si j'étais une pécheresse née. Un dimanche, alors que mon ventre commençait à se voir malgré mes efforts, elle m'a pointé du doigt en pleine messe. « Regardez cette fille », a-t-elle crié devant toute la congrégation. « Une honte pour sa famille, une pécheresse qui porte le fruit du vice. » J'étais là, dans la dernière rangée, enveloppée dans mon châle, tremblante, tandis que les regards me transperçaient. David, assis à l'avant, souriait, ce sourire narquois de celui qui sait qu'il échappera toujours au châtiment. Madame Fournier a organisé un cercle de prière pour purifier mon âme. Ils m'ont forcé à m'agenouiller au centre, à confesser mes péchés devant tous. Parle, Sarah. Dis la vérité, qui t'a fait ça? J'ai murmuré, la gorge nouée, je ne peux pas. Et elle a levé les mains au ciel, proclamant que j'étais damné, que j'avais souillé l'honneur des Moreau. Les murmures de la foule, leurs regards pleins de mépris, et David, toujours là, applaudi comme le frère protecteur, l'héritier parfait. Cette hypocrisie, cette injustice, m'a donné envie de hurler, de tout détruire. Comment pouvaient-ils tous être si aveugles? Comment pouvaient-ils me condamner? Moi, la victime, pendant que le monstre était célébré. La colère, la rage pure, bouillonnaient en moi. Mais j'étais encore une enfant, piégée dans une maison où personne ne me protégerait, où chaque jour apportait une nouvelle blessure, où la vérité était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Et pourtant, au fond de moi, une étincelle refusait de s'éteindre, une étincelle qui me disait que je méritais mieux, que je devais survivre, pour moi, et bientôt, pour l'enfant que je portais. Ce n'était que le début de mon calvaire, mais aussi le début de ma révolte. Le ventre rond, le corps lourd, la honte collée à la peau comme une seconde ombre. Je marchais dans Oak Ridge comme une paria. À 14 ans, j'étais Sarah Moreau, la fille perdue, celle dont on murmurait le nom dans les ruelles, celle que les regards transperçaient comme des couteaux. La maison, ce soi-disant sanctuaire, était devenue ma prison, et David, mon frère, mon bourreau, serrait les chaînes un peu plus chaque jour. Mon père, James, avait fait de moi une criminelle aux yeux de la ville, inventant des mensonges ignobles pour protéger son précieux fils. Ma mère, Ellen, brisée par des années de peur, n'avait plus la force de lutter. Et moi, je portais en moi un enfant, fruit d'une horreur que je ne pouvais nommer, tandis que la communauté entière me crachait au visage. Si mon histoire vous révolte, si elle fait bouillir votre sang comme le mien, je vous en prie, laissez un « j'accuse » dans les commentaires et likez cette vidéo. Chaque voix est une arme contre le silence. Chaque geste, un pas vers la justice. Mon ventre grossissait, impossible à cacher sous les robes amples et les châles épais. À l'école, je marchais voûté, prétextant des douleurs dorsales. Mais les murmures suivaient de mes pas. Les professeurs, qui autrefois me souriaient, détournaient désormais les yeux, comme si ma présence souillait leur salle de classe. À la maison, c'était pire. David, avec ses yeux verts luisants de possessivité, me traitait comme un trophée, son bien le plus précieux. « Cet enfant est à moi », murmurait-il la nuit, sa main caressant mon ventre avec une tendresse perverse qui me donnait la nausée. Il ne voyait pas un bébé, mais une preuve de son pouvoir, une extension de sa domination. Mon père, lui, refusait de reconnaître la vérité. Il avait inventé une histoire sordide, c'était Tommy.
Un garçon de 16 ans qui travaillait à la station-service, qui m'avait déshonoré. Tommy. Un adolescent timide qui m'avait à peine adressé la parole. Fut traîné dans la boue. James est allé trouver sa famille, hurlant des accusations devant tout le quartier. Les parents de Tommy, humiliés, ont quitté Oak Ridge en 2 semaines, chassés par les rumeurs et les menaces. Un innocent payait pour le crime de mon frère, et moi, je devenais le scandale de la ville. La fille qui avait séduit un garçon et sali le nom des Moreau. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était Madame Fournier, cette vieille pieuse qui se drapait dans sa vertu comme dans un manteau de sainteté. Elle dirigeait le comité des femmes à l'église. Une femme aux lèvres pincées et aux yeux perçants qui voyait le péché partout, sauf là où il se trouvait vraiment. Un dimanche, alors que j'essayais de me faire invisible dans la dernière rangée de l'église, mon ventre de 5 mois à peine dissimulé sous un châle. Elle m'a pointé du doigt au milieu du sermon. « Sarah Moreau », a-t-elle tonné, sa voix résonnant dans la nef silencieuse. « Tu portes la marque du péché, et tu oses profaner ce lieu saint, confesse-toi. File indigne. Nomme le père de cet enfant illégitime. » La foule s'est tournée vers moi, des regards pleins de mépris et de curiosité malsaine. J'étais là, tremblante, incapable de parler, les larmes brûlant mes yeux. David, assis à l'avant avec papa, affichait un sourire satisfait, celui d'un prédateur intouchable. Madame Fournier ne s'est pas arrêtée là. Elle a organisé un cercle de prière après la messe. Un spectacle public où j'ai été forcé de m'agenouiller au centre de l'église, entouré de ces femmes qui chuchotaient et priaient pour mon âme souillée. « Confesse, Sarah. Dis la vérité. Qui t'a fait ça? » criait-elle, son chapelet claquant dans ses mains comme un fouet. J'ai murmuré, la gorge nouée. « Je ne peux pas. » Et elle m'a saisi par le menton, me forçant à la regarder. « Tu es une honte, une tache sur cette communauté. Si tu ne parles pas, c'est Satan qui parle à travers toi. » Les autres femmes hochaient de la tête. Certaines pleuraient pour le spectacle, d'autres riaient sous cape. David, lui, était félicité à la sortie, tapoté dans le dos par les hommes qui le voyaient comme le frère modèle, celui qui protégeait l'honneur familial. Cette hypocrisie, cette injustice, m'a fait bouillir de rage. Comment pouvait-il me condamner, moi, une enfant de 14 ans, tandis que le vrai monstre était célébré comme un héros? J'avais envie de hurler, de leur cracher la vérité au visage, mais la peur de mon père, de ses poings, de sa colère, me clouait au silence. À la maison, la vie était un cauchemar éveillé. Papa m'interdisait de sortir, sauf pour l'église, où je devais exhiber ma honte devant tous. « Que tout le monde voie ce que tu es, » grognait-il. Maman, elle, continuait de prendre soin de moi en secret. Elle me glissait des morceaux de pain supplémentaires, appliquait de l'huile sur mon ventre pour apaiser les vergetures. Mais ses yeux étaient hantés par la culpabilité. Elle savait. Bien sûr, elle avait toujours su, mais elle était trop faible, trop terrifiée par James pour agir. David, lui, devenait de plus en plus audacieux. Il ne se contentait plus des visites nocturnes. Il me coinçait dans la cuisine, dans le couloir, même en plein jour, murmurant des horreurs à mon oreille. « Ce bébé, c'est moi. Tu portes une partie de moi, Sarah. Tu ne m'échapperas jamais. » Ces mots étaient comme du poison, s'infiltrant dans mon âme, me faisant douter de ma propre existence. J'étais un objet, une possession, un réceptacle pour son pouvoir. Et pourtant, dans mon ventre, je sentais cet enfant bouger, un petit être innocent qui n'avait rien demandé. Chaque coup, chaque mouvement me rappelait que je devais survivre, pour lui, pour nous. L'été est arrivé, étouffant, insupportable. Mon ventre était maintenant impossible à cacher, même sous les vêtements les plus larges. À l'école, j'avais arrêté d'aller, officiellement parce que papa ne voulait plus que je déshonore la famille en public. À la maison, j'étais une prisonnière, surveillée par James et David comme un animal en cage, un soir de mai.
Tout a explosé. Papa est rentré plus ivre que d'habitude, furieux à cause d'un dîner trop froid. Il a brisé 3 assiettes, donné un coup de pied au chien, hurlant que tout était de ma faute. David a essayé de le calmer, jouant le fils parfait, mais même lui n'a pas réussi. « Où est cette Sarah » a rugi papa, titubant vers ma chambre. J'étais caché dans un coin, essayant de protéger mon ventre avec mon châle. Il a enfoncé la porte d'un coup de pied, ses yeux injectés de sang. « Enlève ce chiffon » a-t-il ordonné. Tremblante, j'ai obéi, révélant mon ventre de 6 mois, bien visible sous ma robe fine. Le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quel cri. Son visage est passé du rouge au violet, ses yeux exorbités. « De qui est-ce » a-t-il sifflé, sa voix basse, dangereuse. Je n'ai pas pu répondre. Les mots étaient coincés dans ma gorge. « De qui est cet enfant? Sarah. » Maman a tenté d'intervenir. « James, calme-toi. » Il l'a frappée sans même la regarder, l'envoyant s'écraser contre le mur. « Tais-toi. » Puis il s'est tourné vers moi. « Je te demande de qui est cet enfant. » J'ai secoué la tête, incapable de parler. Je savais que t'étais une traînée. Qui était-ce, le garçon de l'épicerie, le fils du boucher? Combien y en a eu? Ces mots me coupaient plus profondément qu'un couteau. À 14 ans, enceinte de mon frère, et c'était ainsi qu'il me voyait. C'est alors que David est entré, le visage impassible. Il a vu la scène, compris immédiatement. Mais au lieu de la peur ou de la culpabilité, j'ai vu de la colère dans ses yeux. Qu'est-ce qui se passe ici? Papa m'a pointé du doigt comme si j'étais une bête immonde. Ta sœur, elle est enceinte. David m'a regardé. Nos yeux se sont croisés 1 seconde. Dans 7 secondes, il a su que j'allais parler. Il a vu la vérité sur mon visage et a décidé d'agir en premier. Je le savais, a-t-il dit calmement. Je l'ai vu plusieurs fois avec Tommy, à la station-service. J'ai essayé de te le dire. Papa, mais tu ne voulais pas m'écouter. Tommy. Ce garçon innocent qui n'avait rien à voir avec ça. Mais le simple nom a suffi à faire exploser papa. Ce fils de chien, je vais le tuer. Et il est sorti en trombe. Ivre, mais déterminé. David l'a suivi. Non pas pour l'arrêter, mais pour s'assurer que son mensonge tienne. J'étais seul avec maman, qui me regardait avec un mélange de pitié et de désespoir. « Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité » ai-je murmuré, épuisé. « Tu crois qu'il l'aurait cru ?» Elle n'a pas répondu. Nous savions toutes les deux la réponse. Ce qui a suivi était un enfer encore plus sombre. Papa a fait un scandale chez Tommy, hurlant dans les rues, répandant des mensonges qui ont détruit la vie d'un innocent. En 2 semaines. La famille de Tommy a fui Oak Ridge, chassée par la honte et les menaces. Moi, je suis devenu officiellement la honte des Morrow, la fille perdue qui avait déshonoré la famille. Papa ne me regardait même plus. Maman s'occupait de moi en secret, mais toujours avec ce regard de quelqu'un portant un fardeau trop lourd. David, lui, était le héros, le frère qui avait tenté de protéger l'honneur familial. Et la nuit, il continuait de venir dans ma chambre. Moins souvent qu'avant, j'étais désormais abîmé, comme il disait, mais il venait. Et quand il venait, il murmurait « Cet enfant est à moi, ne l'oublie jamais. » Ces mots me donnaient envie de hurler, de lui arracher les yeux, mais j'étais impuissante, une enfant contre un monstre protégé par tous. Juillet est arrivé, et avec lui, une nouvelle humiliation orchestrée par Madame Fournier. Elle a décidé que j'avais besoin d'une purification publique. Lors d'une réunion communautaire, elle m'a forcé à monter sur une estrade en bois, devant toute la ville rassemblée pour un pique-nique estival. Mon ventre de 7 mois était impossible à cacher, et elle m'a désigné comme un exemple de ce qui arrive aux filles dévoyées. « Regardez cet enfant », a-t-elle proclamé, son doigt pointé sur moi comme une sentence divine. Elle a choisi le péché, et maintenant elle porte la conséquence de ses actes. Priez pour son âme, priez pour qu'elle se repente. Les gens applaudissaient, certains criaient des insultes, d'autres secouaient la tête en signe de désapprobation. Des enfants, mes anciens camarades de classe,
riait en me pointant du doigt. David était là, au premier rang, jouant l'innocent, recevant les condoléances des voisins pour avoir une sœur si indigne. Papa, à ses côtés, hochait la tête, fier de son fils qui gardait la tête haute malgré le scandale. J'ai serré les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang. Cette injustice, cette cruauté collective, m'a donné envie de tout brûler, de crier la vérité jusqu'à ce que leurs oreilles saignent. Mais je n'avais que 14 ans, et ma voix n'était qu'un murmure étouffé par leur hypocrisie. Août est arrivé, et j'étais à 8 mois de grossesse. Je pouvais à peine marcher, mes pieds gonflés, mon dos douloureux, le bébé pesant comme une pierre dans mon ventre. Maman, qui avait autrefois été sage-femme, m'a préparé au signe de l'accouchement. Ce sera dur, m'a-t-elle dit. Tu es si jeune, si petite, mais on y arrivera. Comme si elle pouvait partager ma douleur, comme si elle pouvait porter avec moi le poids de donner naissance à un enfant qui était aussi mon neveu. Une nuit de septembre. Les douleurs ont commencé. Une contraction dans le dos, puis une autre dans le ventre. L'eau s'est rompue, liquide coulant le long de mes jambes. J'ai appelé maman à voix basse. Terrifiée à l'idée de réveiller papa ou David, elle est arrivée en courant, a évalué la situation. C'est aujourd'hui. Les heures qui ont suivi étaient un tourbillon de douleur. Je mordais un chiffon pour ne pas crier, pour ne pas alerter les hommes de la maison. Maman faisait bouillir de l'eau, préparait des linges propres, murmurait des encouragements. Force, ma chérie, respire, c'est ça. Mais l'enfant ne venait pas facilement. Il était en siège, refusait de se tourner. Maman transpirait autant que moi, ses mains expertes essayant de le manœuvrer. Sainte Marie, aide ma fille, priait-elle entre deux gestes. 16 heures de travail, 16 heures qui semblaient 16 ans. Quand le bébé a enfin décidé de naître, je n'avais plus de force. Encore une fois, Sarah, encore une. Et dans une dernière vague de douleur, il est né. Un garçon, petit mais parfait, cheveux noirs, peau claire. Quand il a ouvert les yeux, ils étaient verts. Verts comme ceux de David. Maman a coupé le cordon, nettoyé le bébé, l'a enveloppé dans un linge. Quand elle l'a posé sur ma poitrine, j'ai senti quelque chose d'inattendu de l'amour. Un amour pur, dévastateur, inconditionnel. Cet enfant n'était coupable de rien. Il était innocent, méritait toute la protection du monde. « Comment vas-tu l'appeler » a demandé maman. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte. Papa est entré, David derrière lui. Ils ont vu le bébé, m'ont vu, épuisé, en sang sur le lit. « C'est un garçon » a déclaré papa, une ombre de fierté passant sur son visage. Mais elle a vite disparu. Peu importe. Un fils. C'est toujours un fils. David s'est approché, a regardé le bébé, a vu les yeux verts, la mâchoire déjà carrée comme la sienne. Il a souri. Il est beau, le petit. Pendant un instant, j'ai cru voir du remords dans ses yeux. Mais non. C'était de la possessivité. Une fierté tordue. Cet enfant était la preuve vivante de son emprise sur moi. Il s'appellera Samuel, a décidé papa. Samuel Morrow, un vrai nom d'homme. Peut-être qu'il ne ressemblera pas à sa mère. Samuel, mon fils avait un nom, mais pas de père officiel, car personne ne savait, officiellement, qui il était. Tommy était parti, donc son nom ne pouvait pas être utilisé. Juste le mien. Les jours qui ont suivi étaient étranges. Papa faisait comme si Samuel n'existait pas. Maman s'occupait de nous deux du mieux qu'elle pouvait. David, lui, rôdait. Il regardait Samuel téter, changer de couche, dormir. Parfois, il essayait de le prendre dans ses bras, mais je ne le laissais pas faire. Tout mon corps se crispait quand il s'approchait. « C'est aussi mon fils », a-t-il dit une fois, doucement, quand nous étions seuls. « Non », ai-je répondu avec toute la fermeté dont j'étais capable.
Il est à moi seul. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Dans cette maison, dans cette famille, rien n'était à moi, ni mon corps, ni mon fils, ni ma vie. La rage, la colère pure, me consumaient. Chaque regard de David, chaque mot de papa, chaque silence de maman était une nouvelle blessure. Mais Samuel, ce petit être innocent dans mes bras, était ma raison de continuer. Pour lui, je devais survivre. Pour lui, je devais trouver un moyen de m'échapper. Peu importait le prix, peu importait le danger. Je n'allais pas laisser mon fils grandir dans cet enfer, sous l'ombre d'un monstre et l'indifférence d'une ville qui m'avait condamné. La mort de mon père, James, aurait dû être une délivrance, un souffle d'air dans l'étouffante prison qu'était ma vie à Oak Ridge. Mais au lieu de liberté, elle a resserré les chaînes. David, mon frère, mon bourreau, a pris la place du roi, héritant de toute la maison, la terre, le pouvoir, et, dans son esprit tordu, moi et mon fils, Samuel. À 15 ans, j'étais une mère captive, portant encore les marques des coups et des abus, tandis que la ville continuait de me cracher au visage, me traitant de pécheresse, de honte, chaque jour. Je voyais David se pavaner, le nouveau maître, célébré par tous, alors que j'étais réduite à une ombre dans ma propre maison. Mais au fond de moi, une flamme brûlait, alimentée par la rage, une colère si profonde qu'elle me donnait la force de survivre pour Samuel, pour lui offrir une vie loin de cet enfer. Si mon histoire vous révolte, si elle fait trembler votre cœur d'indignation, je vous en prie, laissez un « j'accuse » dans les commentaires et likez cette vidéo. Chaque voix brise le silence. Chaque geste est un cri pour la justice. La mort de James est survenue brutalement, un matin d'automne, alors que l'air était lourd et humide. Je me suis réveillé au hurlement de ma mère, Ellen, venant de leur chambre. J'ai couru, Samuel dans mes bras, pour trouver papa convulsant sur le sol, de l'écume aux lèvres, son corps raide comme une planche. Maman, agenouillée à ses côtés, essayait de le tenir. « Appelle quelqu'un », a-t-elle crié. David, pour la première fois, semblait terrifié, ses yeux verts écarquillés par une peur que je n'avais jamais vue. Il a couru chercher le pharmacien, Monsieur Leroux, le plus proche d'un médecin dans notre petite ville. Mais quand Monsieur Leroux est arrivé, son sac de médicaments à la main, c'était trop tard. James ne bougeait plus, ne respirait plus. Crise cardiaque, a diagnostiqué le pharmacien. Massive, irréversible. Mon père, l'homme qui m'avait terrorisé toute ma vie, qui avait permis à David de me détruire, était mort, là, sur le plancher de la chambre, en pyjama et pantoufles. J'aurais dû ressentir quelque chose. Tristesse, soulagement, n'importe quoi. Mais il n'y avait qu'un vide immense, comme si un poids que je portais depuis toujours avait disparu, me laissant désorienté, incapable de savoir comment avancer sans lui. Le lendemain, la maison s'est remplie de monde, des cousins éloignés, des collègues de l'usine, des amis de bord, tous pleurant un homme qu'ils décrivaient comme strict mais juste, un bon père de famille, des mensonges, des façades, comme toujours à Oak Ridge, David. Lui, s'est transformé en maître de cérémonie, recevant les condoléances, organisant l'enterrement, jouant le rôle du fils dévoué. Je voyais dans ses yeux une lueur de triomphe, celle d'un homme qui prenait enfin le trône. Au cimetière, tandis que le cercueil descendait dans la terre, nos regards se sont croisés. Il a souri, un sourire discret, juste pour moi. Ce sourire disait tout. Maintenant, je suis en charge. Maintenant, tu m'appartiens encore plus. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'à cet instant précis, regardant la terre recouvrir le cercueil de mon père, je planifiais ma liberté. La mort de James n'était pas une tragédie. C'était un miracle. Le miracle que j'avais prié si longtemps. Les jours suivants ont été chaotiques. La maison était un va-et-vient de gens apportant des plats, des condoléances, des regards curieux.
Maman errait comme une âme perdue, ne sachant que faire sans son mari pour lui dicter sa vie. David, lui, se pavanait, signant des papiers, prenant des décisions, jouissant de son nouveau pouvoir. Mais je ne perdais pas de temps. Pendant qu'il s'occupait de la bureaucratie de la mort, je préparais la vie. Une nouvelle venue à Oak Ridge. Lily, une fille de mon âge arrivée de New York avec sa famille, est devenue mon allié improbable. Lily était différente, elle portait des pantalons, jurait à voix basse, fumait en cachette derrière l'église. Elle n'avait pas peur des conventions. Et surtout, elle ne me jugeait pas. « Ton fils est adorable », m'a-t-elle dit un jour après la messe. Alors que Samuel, 8 mois, babillait dans mes bras. Et le père? J'ai secoué la tête. Il n'y a pas de père. Elle m'a regardé avec cette compréhension silencieuse que seules les femmes partagent. Il y a toujours un père. La question est de savoir si ça vaut la peine d'en parler. Je n'ai rien dit, mais je savais qu'elle comprenait. Lily est devenue ma complice, mon espoir. Mais avant que je puisse rêver d'évasion, une nouvelle horreur m'a frappé. Le testament de papa a été lu. Il avait tout laissé à David, son fils mâle, la maison, la terre, les économies, tout. À maman et moi, juste le droit de vivre là, tant que David le permettrait. Maman, pour la première fois, a protesté. Ce n'est pas juste. Le notaire a haussé les épaules. La loi permet à votre mari de disposer de ses biens comme il le souhaitait. David, assis en face, affichait un sourire triomphant. Il était désormais le maître absolu, et nous, ses sujets, cette nuit-là, allongés près de Samuel, je sentais le désespoir m'écraser. Sans argent, comment fuir? Un billet de bus pour New York coûtait cher, sans parler de la nourriture, du lait pour Samuel, d'un endroit où vivre. Puis je me suis souvenu de Madame Thompson, la femme du maire, une femme élégante et sans enfant, qui m'avait un jour offert son aide. Lors d'un pique-nique de la ville, elle m'avait pris à part, émue par Samuel. « Si tu as besoin d'aide, Sarah, viens me voir. » Était-elle sincère? Je devais le découvrir. Le lendemain, j'ai prétexté une visite à la pharmacie pour Samuel et je suis allé chez elle. Sa maison était une forteresse de luxe, jardin impeccable, portail en fer forgé. J'ai frappé, le cœur battant. Et si elle me rejetait, mais elle m'a accueilli, belle comme toujours, avec un sourire doux. Sarah, quelle surprise! Mes condoléances pour ton père. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tout raconté, pas les détails sordides. Je n'en avais pas la force, mais l'essentiel que je devais quitter cette maison, que je craignais pour l'avenir de Samuel, que j'étais désespéré. Elle m'a écouté en silence, puis a soupiré. Je me doutais qu'il se passait quelque chose. Dans une petite ville, on soupçonne toujours, mais sans preuve. Elle a marqué une pause. Je peux faire mieux qu'un billet. J'ai une amie à Washington, D.C., qui tient une pension de famille. Elle cherche une aide cuisinière. Elle offre le gîte et le couvert. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête et sûr. Washington. Une ville immense. Loin d'Oak Ridge. Loin de David. Mon cœur s'est mis à battre d'espoir. J'accepte, ai-je dit, les larmes aux yeux. Mais il y a une condition. Sarah, tu pars, et tu ne reviens jamais. Pas de lettres, pas de nouvelles. Pour ta sécurité, et la mienne, mon mari ne doit pas savoir que je t'ai aidé. J'ai compris. Le maire ne tolérerait pas que sa femme aide une fille déchue. Je promets. Les jours suivants, j'ai préparé ma fuite en secret. Lily m'a aidé, vérifiant les horaires de bus, les itinéraires, m'apprenant à utiliser une cabine téléphonique, à ne pas faire confiance aux premiers venus. Chaque pièce que Mme Thompson m'envoyait discrètement, cachée dans des paquets de vêtements pour Samuel, était une lueur d'espoir. Je les dissimulais dans la doublure du matelas, parmi les couches, partout où David ne regarderait pas. Mais il était toujours là, rôdant, surveillant. Et puis,
L'indignation suprême est arrivée. Une horreur qui a fait bouillir mon sang comme jamais. Une nuit, alors que je comptais mes économies cachées, David est entré dans ma chambre. Il m'a vu, a compris. Tu prépares un petit voyage, petite sœur, a-t-il ricané, arrachant le matelas de mes mains. Il a trouvé les billets, les a sortis un à un, et sous mes yeux horrifiés, il les a jetés dans la cheminée allumée. Les flammes ont dévoré mon espoir, mon avenir, tandis qu'il riait. Tu ne partiras jamais. Sarah, toi et mon fils, vous êtes à moi. On peut toujours en faire un autre. Non. Cette menace, cette cruauté, m'a donné envie de hurler, de le frapper, de brûler la maison entière. Mais Samuel dormait dans son berceau de fortune, et pour lui, je devais rester forte. Pire encore. La ville continuait de célébrer David. Madame Fournier, cette vipère d'église, a organisé une collecte pour le jeune Moreau, qui porte le fardeau d'une sœur indigne. Lors d'un dîner communautaire, elle l'a publiquement félicité, lui offrant un panier de provisions pour son courage face à la honte familiale. Les gens applaudissaient, le regardaient comme un saint, tandis que moi, caché dans l'ombre avec Samuel dans les bras, je bouillais de rage. Comment pouvait-il être si aveugle? Comment pouvait-il honorer un monstre et me condamner? Moi, une enfant de 15 ans, pour ses crimes. Chaque mot de louange pour David était un couteau dans mon cœur, chaque sourire complice une insulte à ma douleur. Mais cette rage, cette injustice, a alimenté ma détermination. Je partirai, coûte que coûte. Le jour fixé est arrivé une nuit de novembre, à 4 heures du matin. Madame Thompson m'avait envoyé l'argent du billet par l'intermédiaire de Lily, avec une lettre de recommandation pour son ami à Washington. J'ai attendu que la maison soit silencieuse. David était sorti, probablement au bordel du coin, comme tous les vendredis. Maman ronflait doucement. J'ai habillé Samuel, encore endormi. Pris le sac avec nos maigres affaires, quelques vêtements, une boîte de lait en poudre, et j'ai traversé le salon sur la pointe des pieds. Chaque craquement du plancher semblait un coup de tonnerre. J'étais presque à la porte quand une voix m'a arrêté. « Tu pars vraiment? » J'ai gelé. Maman était là, dans l'embrasure de la cuisine, en chemise de nuit usée, les cheveux en désordre, les yeux rouges de larmes. « Maman, je sais tout. Sarah, j'ai toujours su, mais j'avais peur. Ton père. » Sa voix s'est brisée. « Pourquoi ne m'as-tu pas protégé? » ai-je demandé. Des années de douleur dans cette question, elle a baissé la tête. « Parce que je suis faible. Mais toi, tu es forte. Sarah, plus forte que je ne le serai jamais. » Elle m'a regardé, les larmes coulant. « Va, et ne te retourne pas. Prends soin de ce petit. Donne-lui la vie que tu mérites. » Je l'ai embrassé, son visage ridé sentant le savon et les larmes. « Adieu, maman. Adieu, ma fille. » J'ai franchi la porte, l'air froid de l'aube mordant ma peau. Samuel, blotti contre moi, s'est rendormi. J'ai marché rapidement dans les rues désertes, chaque pas m'éloignant de cet enfer. La gare routière était petite, mal éclairée. Lily m'attendait, fidèle jusqu'au bout. « Je pensais que tu ne viendrais pas. » J'ai failli ne pas venir, maman. Elle savait tout. Lily a hoché la tête. Entre femmes, certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Le bus est arrivé, crachant une fumée noire. Le chauffeur, un vieil homme bedonnant, a pris mon billet sans me regarder. Washington, un long voyage, 18 heures, si on ne tombe pas en panne. J'ai grimpé les marches. Samuel dans mes bras, le sac pesant sur mon épaule. Le bus était presque vide. Quelques passagers endormis. J'ai choisi un siège à l'arrière, près de la fenêtre, et j'ai installé Samuel, qui s'éveillait, regardant tout avec une curiosité d'enfant. Lily m'a fait un dernier signe de la main depuis le trottoir. Le moteur a rugi, et Oak Ridge a commencé à s'effacer dans l'obscurité.
les petites maisons familières, l'église où j'avais souffert en silence, le cimetière où mon père pourrissait. Samuel pointait la fenêtre, émerveillé par les lumières qui défilaient. « Regarde, maman. »« Oui, mon chéri. On s'en va. Loin. Très loin. » Il a applaudi, heureux de l'aventure, si petit, si innocent, ignorant l'enfer que nous laissions derrière. J'imaginais la rage de David en découvrant ma chambre vide. Il serait fou. Oui, mais ensuite il trouverait une autre victime. Oak Ridge était plein de filles sans défense, de pères passifs, de mères faibles. Mais moi, je n'étais plus l'une d'elles. La route s'étendait devant, un ruban d'asphalte coupant les champs. L'aube peignait le ciel de rose et d'orange. Samuel dormait dans mes bras, sa petite main agrippant ma blouse. 18 heures pour laisser Sarah Morrow derrière et devenir une autre. À Washington, personne ne me connaissait. Personne ne connaissait mon histoire. Je pouvais être n'importe qui, une veuve de guerre, une fille de la campagne cherchant fortune, une mère célibataire ordinaire. Tout sauf la vérité. La vérité resterait enterrée à Oak Ridge, avec mon père, avec mon innocence, avec la fille que j'étais et que je ne serai plus jamais. À Washington, la gare routière était immense, un chaos de lumière et de bruit. J'ai trouvé une cabine téléphonique, composé le numéro que Mme Thompson m'avait donné. « Pension Bonne-Espérance », a répondu une voix féminine. « Bonjour, c'est Sarah. Mme Thompson m'envoie. »« Oui, je t'attendais. Viens, prends un taxi, donne cette adresse. » Un taxi. Je n'en avais jamais pris, mais j'ai appris, comme tout ce que la vie m'a forcé à apprendre. Le chauffeur, un homme d'âge mûr, m'a aidé avec mon sac. Première fois à Washington. Tu vas aimer? Plein d'opportunités. La pension était dans un quartier modeste, un bâtiment simple mais propre. Madame Claire, la propriétaire, m'attendait. Une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris attachés, tablier à carreaux. Tu dois être épuisé. Viens, j'ai préparé une chambre. La chambre était petite, un lit simple, un berceau improvisé pour Samuel, une commode, un miroir, du luxe comparé à Oak Ridge. La cuisine est au rez-de-chaussée. Tu commences demain. J'ai hoché la tête. Je travaillerai. Je ferai n'importe quoi. Cette première nuit à Washington, allongé dans un lit inconnu, Samuel dormant paisiblement à côté. J'ai enfin laissé les larmes couler, des larmes de soulagement, de peur, d'espoir, dehors. La ville vivait, moderne, pleine de promesses. Ici, j'étais invisible, libre de recommencer. J'étais Sarah Johnson désormais. Un nom banal, sans histoire. Jeune veuve, mari mort dans un accident de travail. Une parmi des milliers de migrants cherchant une vie meilleure. Le passé était mort. Le futur commençait dans cette petite chambre, avec mon fils dans mes bras et la liberté à portée de main. Ce ne serait pas facile, mais ce serait à nous. Les premiers mois à la pension étaient durs, mais d'une dureté différente. Pas la terreur d'Oak Ridge, mais le labeur honnête. Je me levais à 5 heures, laissant Samuel endormi sous la garde de Mme Claire, pour préparer le petit déjeuner de 15 pensionnaires toast, œufs, café, puis je nettoyais, préparais le déjeuner, nettoyais encore, préparais le dîner. Entre deux, je courais nourrir Samuel, changer ses couches, lui donner de l'amour. Épuisant, mais libre. Personne ne me touchait sans permission. Personne n'envahissait ma chambre. Personne ne m'appelait une traînée. J'étais juste Sarah, la cuisinière discrète mais travailleuse. Samuel grandissait, fort, courant dans la pension, charmeur avec les pensionnaires. Il était la joie de la maison. Madame Claire fondait pour lui. Les femmes de chambre se disputaient pour jouer avec lui. Pour la première fois, mon fils avait une famille, imparfaite, improvisée, mais une famille. 1 an plus tard, un nouveau pensionnaire est arrivé Henri, un fonctionnaire à la retraite, veuf récent,
Un homme de 60 ans, calme, cultivé. Il a tout de suite remarqué Samuel. Difficile de ne pas voir un garçon d'1 an et demi, bavard, aux yeux verts pétillants. Il lui apportait des cadeaux, une petite voiture, un livre d'images. Je restais méfiante. Les hommes trop gentils me rendaient nerveuse. Mais monsieur, Henri était différent. Il ne tentait rien. Il parlait, racontait des histoires, jouait avec Samuel. Peu à peu, j'ai baissé ma garde. « Tu me rappelles ma fille » m'a-t-il dit un jour. La même force, la même détermination. Un après-midi, Samuel est tombé en jouant, s'écorchant le genou. Il pleurait sans s'arrêter. Henri est apparu avec une trousse de premiers soins. J'étais infirmier militaire, a-t-il expliqué en nettoyant la plaie, chantant une comptine pour distraire Samuel. Ce jour-là, quelque chose a changé. J'ai vu en lui non pas un homme dangereux, mais un grand-père. Quelqu'un qui avait aussi besoin d'une famille. Notre amitié a grandi. Il aidait en cuisine, épluchait des pommes de terre, parlait de l'époque de Kennedy, des droits civiques, d'un monde qui changeait. Un jour, il m'a fait une proposition. J'ai une maison à Georgetown, vide depuis la mort de ma femme, trop grande pour moi seul. Et si toi et Samuel veniez y vivre, tu t'occupes de la maison, tu cuisines, et je te paye un salaire juste. Une maison. Quitter la pension. C'était trop beau. Et les gens, que diront-ils? Il a ri. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je suis trop vieux pour me soucier des ragots. C'est du travail, pas de la romance. J'ai réfléchi. Consulté Madame Claire, qui a approuvé. Henri est un homme bien, Sarah. J'ai accepté. En mars, nous avons emménagé dans sa maison, une demeure simple mais spacieuse. Samuel avait sa propre chambre pour la première fois. La routine était paisible. Je m'occupais de la maison, préparais les repas. Henri partait tôt, rentrait tard. Nous parlions le soir, chacun respectant l'espace de l'autre. Mais Samuel, lui, ne connaissait pas ses limites. Il a adopté Henri comme son grand-père, l'appelant Papy Henri. Il le suivait partout, demandait des histoires, montrait ses dessins. Henri fondait complètement. Il a appris à Samuel à faire du vélo, l'a emmené au parc, lui a expliqué les avions dans le ciel. Voir ces deux-là ensemble me serrait le cœur. C'était ça. Une famille de l'affection sans malice, des soins sans arrière-pensée. Les années ont passé. Samuel grandissait, sain, studieux. À 5 ans, il est entré à la maternelle, fier dans son uniforme bleu. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa ?» m'a-t-il demandé un jour. J'ai figé. Il est mort, mon chéri, dans un accident de travail. Il était gentil. Oui, très gentil. Un mensonge, mais un mensonge nécessaire. En 1973, Henri est tombé malade, un problème cardiaque. Je m'occupais de lui, veillant à ses médicaments, à son repos. Une nuit à l'hôpital, il m'a pris la main. « Sarah, si quelque chose m'arrive, la maison est à toi et Samuel. Les papiers sont en ordre. » J'ai protesté, mais il a insisté. « Vous êtes ma famille maintenant. » Il est mort peu après, paisiblement. À son enterrement, ses enfants, 2 hommes froids en costume, m'ont accusé d'être une profiteuse. Mais les papiers étaient clairs. La maison était à nous. Pour la première fois, j'avais quelque chose à moi. Une maison, une stabilité, un avenir. À 73 ans, assise sur ma véranda, je regarde en arrière. Samuel est devenu ingénieur, père d'une famille heureuse, ignorant la vérité sur son origine. Je l'ai protégé, cette vérité, pour qu'il vive sans le poids des crimes qu'il n'a pas commis. J'ai choisi l'amour, pas la haine, la vie, pas la mort. Mon histoire est un cri de rage contre l'injustice, contre ceux qui ferment les yeux, contre ceux qui célèbrent les monstres et condamnent les victimes. Mais c'est aussi un cri d'espoir. Il y a toujours une issue, une porte, une fenêtre, un trou dans le mur que vous devez creuser vous-même.
Le miracle. Ce n'était pas l'argent, le billet, ou même la mort de mon père. Le miracle. C'était ma foi en un avenir meilleur, mon courage de saisir ma chance quand elle s'est présentée. Si vous lisez ceci, ne restez pas silencieuse. Soyez la voix des Sarah d'aujourd'hui, encore piégées dans leur cave. J'accuse. Et vous? L'histoire de Sarah Morrow, marquée par la douleur, l'injustice et une résilience hors du commun, résonne comme un cri du cœur qui transcende les époques et les cultures. En tant que Français, où l'idée de justice et de solidarité est profondément ancrée, cette histoire suscite une indignation brûlante et une admiration sans bornes. Sarah a enduré l'indicible l'abus de son frère, l'aveuglement de son père, la passivité de sa mère et le jugement cruel d'une communauté. Pourtant, elle a transformé sa souffrance en force, prouvant que même dans les ténèbres les plus épaisses, une lueur d'espoir peut naître. Cette histoire nous rappelle que le silence face à l'injustice est une complicité, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est une arme puissante. Elle nous enseigne l'importance de l'empathie, écouter sans juger, tendre la main à ceux qui souffrent en silence. Dans notre société française, où l'on valorise le débat et la solidarité, nous devons être les voix des opprimés, comme Sarah l'a fait en partageant son témoignage. L'une des leçons les plus marquantes est celle du courage. Sarah, à seulement 15 ans, a trouvé la force de fuir, de protéger son fils, de reconstruire une vie malgré un passé qui aurait pu la briser. Cela nous pousse à réfléchir combien de fois nous plaignons-nous de petits obstacles, alors que des âmes comme Sarah surmontent l'insurmontable. Appliquons ce courage dans nos vies quotidiennes, que ce soit en affrontant nos peurs, en défendant une cause juste ou en osant changer de chemin lorsque tout semble perdu. Une autre leçon est la puissance de la communauté. Sans Lily, sans Madame Thompson, sans Monsieur Henry, Sarah n'aurait peut-être pas réussi. Cela nous rappelle qu'en France, où l'on chérit l'idée de fraternité, un geste, même modeste, peut changer une vie. Soyons des alliés, des soutiens, des refuges pour ceux qui en ont besoin. Enfin, cette histoire nous apprend à ne jamais sous-estimer la résilience humaine. Sarah a transformé un cauchemar en une vie de dignité, devenant une mère et une grand-mère fières. Elle nous inspire à persévérer, à croire en des jours meilleurs, même quand tout semble sombre. Dans nos vies, appliquons cette résilience face aux échecs, aux trahisons, aux injustices. Relevons-nous, encore et toujours. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, agissez. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour briser le silence sur ces injustices. Et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres témoignages puissants. Laissez un commentaire avec « J'accuse » pour rejoindre la lutte contre l'indifférence. Ensemble, faisons entendre la voix de ceux qui, comme Sarah, méritent justice et liberté.